Bonsoir mes amis, ce soir j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a marqué, un roman que j'ai trouvé remarquablement bien écrit et dans lequel je me suis par moments retrouvé. Il s'agit d'un héros de notre temps, de Mikhaïl Lermontov. Publié en 1840, ce roman est l'un des premiers grands romans psychologiques de la littérature russe. Ce qui le rend particulièrement fascinant, c'est son personnage principal, Petchorin, un jeune homme brillant, cultivé, mais profondément désabusé. Ce personnage m'a touché parce qu'il incarne une forme de mal-être que, je crois, beaucoup peuvent ressentir à un moment de leur vie. Mais c'est pas seulement un roman sur un homme, c'est aussi un roman sur une époque, sur une génération, et peut-être même sur une part de notre propre modernité. Alors non, ce soir je ne vais pas vous raconter en détail l'histoire de ce roman. D'abord pour ne pas tout divulgacher, et aussi parce que j'aimerais que vous le découvriez par vous-même. Ce que je vous propose, c'est de partir à la rencontre de cet homme désabusé qu'est Petchorin, de comprendre comment Lermontov, à travers une construction très originale, nous fait peu à peu entrer dans sa psychologie. Puis de voir comment, dans plusieurs scènes clés, ce personnage révèle son mal-être, sa lassitude, son besoin de provoquer, de pimenter sa vie pour échapper à l'ennui. Et enfin de réfléchir à ce que ce livre peut encore nous dire aujourd'hui, à nous qui vivons dans un autre siècle, mais qui parfois connaissons les mêmes désillusions. L'une des grandes forces de ce roman, c'est la manière dont il est construit. Lermontov ne commence pas par nous plonger dans la tête de son personnage principal, qu'est Petchorin. Il ne nous offre pas d'emblée un accès direct à ses pensées, je veux dire à sa subjectivité. Il choisit une autre voie, celle de la progression, de la découverte par étapes. Dans un premier temps, Petchorin nous est présenté par les autres, à travers leurs récits, leurs souvenirs, leurs impressions. On le rencontre d'abord dans les paroles d'un narrateur anonyme, puis dans celles d'un officier bienveillant, Maxime Maximitch. Ce dernier raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a cru comprendre, ce qu'il a ressenti face à ce jeune homme singulier, parfois charmant, parfois distant et surtout insaisissable. Et ce n'est que dans un second temps que le lecteur accède au journal intime de Petchorin, à ses mots à lui, à ses propres pensées, à sa propre voix. Autrement dit, on commence par le regard extérieur, celui de témoin parfois admiratif, parfois perplexe, puis on entre peu à peu dans le regard intérieur, dans les pensées, dans les doutes, les contradictions du personnage. Le roman se transforme alors en une analyse psychologique très fine et nuancée. Cette structure est volontairement déroutante, et pour cette raison elle est prenante. Cette structure installe une double lecture du personnage. D'un côté, l'image que les autres donnent de lui, c'est-à-dire un officier brillant mais imprévisible, séduisant mais distant, actif mais désabusé, et de l'autre, sa vérité intime, complexe, ambivalente, que seul son journal peut dévoiler. Lermontov joue avec cette tension. Il met en scène notre propre regard de lecteur. D'abord, on observe, on écoute les récits, on se fait une idée, on juge peut-être en tant que lecteur, et ensuite, il nous oblige à entrer dans une proximité inconfortable, à lire les pensées d'un homme qui, malgré ses défauts, commence à nous ressembler. Car derrière les anecdotes sympathiques racontées par Maxime Maximitch, ce vieil officier au regard bon enfant, touchant mais parfois naïf, il se cache chez Petchorin un tout autre visage. Un visage plus inquiet, plus lucide, plus tourmenté aussi. Petchorin n'est pas simplement un personnage romanesque, il est une énigme que Lermontov nous laisse le soin de déchiffrer peu à peu. Et cette énigme, Lermontov ne nous la livre pas toute faite. Il nous demande un effort, il nous demande de lire au-delà des apparences. Il nous demande d'écouter un homme qui souffre sans se plaindre, qui souffre sans s'excuser, sans chercher la pitié ni l'admiration. Un homme qui se regarde sans indulgence et qui nous dit juste « voilà ce que je suis ». Le titre du roman est d'ailleurs ironique. Un héros de notre temps. Il n'y a rien d'héroïque au sens classique chez Petchorin. Il sauve personne, il défend aucune cause.
En fait, il croit plus vraiment à rien. Il est l'opposé du héros traditionnel. Et c'est justement en ça qu'il est intéressant. Il est le reflet d'une génération en perte de repères. Le personnage de Lermontov est un portrait composé des vices de toute une époque. Il n'est pas un homme, il est tous les hommes. Il est la synthèse d'un mal diffus qui touche les jeunes gens brillants mais désœuvrés. Ceux qui, après avoir cru à la gloire, à l'amour, aux idéaux, n'y croient plus. Ceux qui s'ennuient sans raison, ceux qui doutent de tout et d'abord d'eux-mêmes. Et ce qui rend cette structure narrative aussi puissante, c'est qu'elle épouse parfaitement cette idée. En nous forçant à passer d'un regard extérieur, souvent réducteur, parfois admiratif, parfois moqueur, à une plongée dans l'intériorité d'un être tourmenté, Lermontov nous fait vivre la désillusion de l'intérieur. Pétchorine, vu de l'extérieur, c'est un officier étrange, charismatique, peut-être même fascinant. Mais dès qu'on lit son journal, on découvre un homme lucide jusqu'à l'épuisement. Il se regarde agir, il s'analyse avec une franchise presque brutale. Il ne cherche pas à s'excuser, il constate, il s'interroge, il doute et surtout il confesse une chose, il ne sait plus comment vivre. Pétchorine vit une fracture intérieure constante. Il y a chez lui une discordance entre ce qu'il fait et ce qu'il ressent. Autrement dit, il agit mais sans y mettre d'émotion réelle. Il séduit mais sans y croire, sans désir sincère. Il obtient ce qu'il veut, mais il n'en tire aucune satisfaction. Ce décalage fait de lui un personnage profondément moderne, au sens où il est en contradiction permanente avec lui-même. Il vit, mais il n'habite pas ce qu'il vit. Quand je dis qu'il n'habite pas ce qu'il vit, je veux dire qu'il traverse sa vie sans y être vraiment présent. Il agit, il séduit, il provoque, mais sans engagement intérieur, sans émotion, sans foi. Il fait des choses, mais il reste à distance de ses propres actes. Il vit comme un observateur, presque étranger à lui-même, sans être touché ni bouleversé. Il est dans une sorte de dissociation intérieure. Il accomplit des gestes, il joue des rôles, mais il ne les ressent pas vraiment de l'intérieur. Il est là, mais pas entièrement. Il est déconnecté de ce qu'il fait, comme absent à lui-même. C'est en ce sens qu'il n'habite pas ce qu'il vit. Il vit mécaniquement, sans y mettre d'âme. Il semble presque étranger à sa propre expérience, comme s'il assistait à sa vie plutôt qu'il ne la vivait vraiment. Il fait les choses mécaniquement, avec lucidité, mais sans élan vital, sans foi et sans illusion. Et c'est précisément ce qui le rend aussi troublant. Pétchorine est en décalage avec sa propre existence. Une forme d'éloignement intérieur qui fait écho à des sentiments très contemporains. L'ennui, une anxiété diffuse et cette impression étrange de ne pas vraiment vivre sa propre vie. On ne s'identifie pas totalement à lui. Et pourtant on le comprend. On sent une forme de vérité humaine dans ses contradictions. On sent une souffrance réelle derrière le masque cynique. Il nous touche parce qu'il met des mots sur ce que beaucoup ressentent sans le dire. Sur cette fatigue intérieure, sur cette perte de sens, sur ce sentiment que, même quand tout semble aller bien, quelque chose nous échappe. Et c'est cette vérité-là que Lermontov nous invite à explorer. Non pas à travers un récit linéaire ou spectaculaire, mais à travers une architecture subtile, patiente, même trompeuse. Une architecture qui, lentement, nous fait passer du regard au vécu, de l'image à l'intime, et qui fait d'un héros de notre temps bien plus qu'un simple roman. Ce livre est avant tout une expérience intérieure saisissante. Ce mal-être, cette fatigue intérieure, se manifeste tout au long du roman, dans des scènes concrètes et marquantes. Et c'est là que la richesse du personnage de Pétchorine apparaît pleinement. Parce qu'il ne se contente pas d'exprimer son vide intérieur. Il agit aussi.
il provoque, il cherche, il tente à sa manière de combler ce vide. Mais chaque tentative, au lieu de l'apaiser, semble l'enfoncer un peu plus dans ce qu'il redoute. Car paradoxalement, plus il cherche à se sentir vivant, plus il s'éloigne de ce qui rend la vie authentique. La première image que nous avons de lui, c'est celle d'un jeune officier en poste dans une forteresse isolée du Caucase. Le décor est rude, le décor est sauvage, plein de reliefs, plein de tensions ethniques, plein de conflits militaires. Et pourtant, au cœur même de cette région mouvementée, Pétchorine s'ennuie. C'est dans ce contexte qu'a lieu l'épisode de Bella. Un jour, presque comme un jeu, presque par caprice, Pétchorine élabore un plan pour faire enlever une jeune fille circassienne, originaire du nord-ouest du Caucase, la séduisante Bella. Il veut la conquérir, comme on volerait un bijou précieux. Il est attiré par l'idée de nouveauté, de possession. Cette fille, arrachée à son monde, représente pour lui un exotisme, une rupture avec la monotonie. Au début, Pétchorine semble sincère. Peut-être qu'il croit vraiment pouvoir aimer. Il s'enthousiasme, il s'efforce de plaire, il veut y croire. Et Bella, elle, s'attache à lui. Elle l'aime. Mais très vite, dès qu'elle lui ouvre son cœur, dès qu'elle devient pleinement accessible, son intérêt disparaît. C'est là le mécanisme fondamental de Pétchorine. Ce n'est pas l'amour qui l'attire, c'est la conquête. Ce n'est pas le résultat, mais le cheminement pour l'atteindre. Ce n'est pas la personne qui compte pour lui, mais l'intensité passagère de la séduction. Une fois que l'objet du désir est atteint, tout s'écroule. Il se lasse, il recule, il s'éloigne. Et quand Bella est enlevée à son tour, blessée et bientôt mourante, il ne réagit pas comme un homme amoureux. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne s'indigne pas. Il accepte, il est presque déjà ailleurs. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est autre chose. C'est une forme d'incapacité à ressentir pleinement. Pétchorine semble vidé de toute émotion durable. L'amour véritable, celui qui s'inscrit dans le temps, dans la fragilité, dans le lien sincère, ne lui parle plus. Cette scène résume déjà une grande part de son trouble. Pétchorine a besoin d'excitation, de lutte, d'obstacles. Mais dès que la relation devient réelle, humaine, stable, il ne sait plus quoi en faire. Il n'est pas capable d'y répondre. Il se referme. Plus tard, Pétchorine retrouve Maxime Maximitch, ce vieil officier au grand cœur, qui l'a accompagné dans cette histoire et qui s'est sincèrement attaché à lui. Maxime attend Pétchorine, il le reconnaît de loin, s'avance vers lui tout joyeux. Maxime veut le serrer dans ses bras, comme quand on retrouve un vieil ami. Maxime veut échanger des nouvelles avec Pétchorine, retrouver la chaleur simple d'un lien humain. Mais Pétchorine reste froid. Il reste poli, oui, mais il est comme lointain. Il évite tout contact. Il ne manifeste aucune joie, aucun intérêt de revoir Maxime. Il laisse son journal comme un objet laissé sur un quai, puis il s'éloigne sans un regard. Cette scène est brève et presque silencieuse, mais elle est d'une force incroyable. Elle montre l'impossibilité de Pétchorine à entretenir des liens simples, sincères et durables. Cette scène montre peut-être même un désir sourd de constater son emprise émotionnelle sur les autres. Même l'amitié, même la fidélité, même la reconnaissance ne l'atteignent plus. C'est comme s'il avait volontairement coupé les ponts avec toute possibilité de chaleur humaine. On devine une solitude profonde, une solitude non subie mais choisie, une forme de défense contre l'attachement, comme si, à force d'avoir été déçu ou d'avoir déçu lui-même, il préférait ne plus rien ressentir du tout, jusqu'à même faire endurer aux autres ce qu'il a lui-même enduré.
Et puis vient l'épisode de la princesse Marie. Nous sommes alors à Piatigorsk, dans une station thermale fréquentée par l'élite de la société russe, située au sud de la Russie, au pied du Caucase. Le décor a changé. On n'est plus dans les montagnes sauvages, mais dans un monde de divertissement, de jeux de regard, de rivalité mondaine. Petchorine y retrouve un jeune officier un peu ridicule, Grushnitsky, qui essaye de séduire une jeune femme noble, la princesse Marie. La princesse Marie est fière, inaccessible, éduquée, et très vite un triangle se met en place. Par pur ennui, par pur défi, peut-être par vanité aussi, jusqu'à vouloir rabaisser son ami Grushnitsky, Petchorine décide de séduire Marie. Pas par amour, pas par désir véritable, mais pour montrer qu'il peut. Pour prouver à lui-même et aux autres qu'il garde le pouvoir, qu'il maîtrise encore les codes du jeu social. Et Petchorine y parvient. Il use de tous les ressorts. L'attention, la distance, le charme, le mystère. Il fait tout pour que Marie tombe amoureuse de lui. Il le fait sans brutalité, mais avec une maîtrise parfaite de ses effets. Il la manipule. Et quand enfin elle cède, quand elle s'ouvre, quand elle s'attache, il la rejette, brutalement, froidement, sans raison apparente. Viendra alors un duel avec son ami Grushnitsky, une étape de plus dans cette quête de sensations fortes. Un moyen d'approcher, une fois encore, la limite entre la vie et la mort, de se sentir exister. Mais je n'en dis pas plus sur ce duel. Dans son journal, Petchorine raconte tout ça avec une lucidité glaçante. Il sait qu'il agit mal. Il le dit. Il ne cherche pas à se défausser. Il confesse qu'il cherche plus l'amour. Il cherche le frisson. Il veut se prouver à lui-même qu'il est encore vivant, que quelque chose peut encore le faire vibrer. Mais l'amour en soi ne l'intéresse plus. Il n'y croit plus. Dans ce même épisode, il retrouve Vera, une femme qu'il a aimée dans le passé. Elle est mariée aujourd'hui, mais elle l'aime encore. Et lui, peut-être, éprouve encore un sentiment vrai pour elle. C'est la seule femme, dans tout le roman, à qui il accorde une forme de respect, peut-être même d'admiration. Mais là encore, il est incapable de transformer cet amour en vie partagée. Il la laisse partir, il se bat pas, il tente rien, il accepte de la perdre, comme il accepte tout. Comme si, même face à ce qu'il a de plus cher, il restait passif, fatigué et désenchanté. Et ce n'est là qu'un aperçu, car tout au long du roman, d'autres épisodes viennent encore creuser cette même faille. Ce besoin de frisson, ce goût du risque, ce désir de se sentir vivant, même au prix de la souffrance et de risquer la mort. Lermontov, dans la préface de la 2e édition du roman, précise que Petchorine n'est pas un personnage isolé. Il est un portrait collectif. Il incarne le vide, le doute, les contradictions d'une génération entière. Il n'est pas l'exception, il est le symptôme. Petchorine est un jeune homme cultivé, intelligent, observateur, mais désillusionné. Il n'est pas dénué de sensibilité, au contraire, il voit tout, il comprend tout, mais cette lucidité, au lieu de l'aider, le paralyse. Et aujourd'hui encore, malgré les possibilités infinies et complexes que le monde moderne pourrait offrir, notamment par le biais de la technologie, par le biais de la communication et des réseaux, nombreux sont ceux qui ressentent cette même incertitude intérieure, ce même vide face à une existence dont les repères se sont effacés. Nous vivons dans une époque où on nous promet beaucoup. On nous parle de liberté, d'accomplissement personnel, d'authenticité, de bonheur individuel, de réussite, d'argent. Nous avons aussi plus de droits par rapport à il y a un siècle, plus d'outils, plus d'accès à l'information que jamais.
Et pourtant, pour beaucoup, l'ennui revient, la lassitude, la fatigue, la sensation que, malgré tout ce qu'on peut faire, quelque chose manque. Parfois même jusqu'au désespoir, parce que ces promesses, trop souvent, ne se concrétisent pas. C'est un peu comme si les promesses avaient fini par perdre de leur force, à force d'être accumulées sans être tenues. Comme si cette abondance d'options, comme si cette abondance de voies possibles avait généré non pas de l'élan, mais du flottement. Comme un sentiment diffus d'inconsistance, de dispersion, de vide. Nous vivons dans un monde saturé de divertissement, de sollicitations, d'écrans, de contenu. Tout est accessible, partout et tout le temps. Mais derrière cette agitation permanente, beaucoup cherchent, parfois sans le dire, un autre genre d'intensité. Quelque chose de plus profond, de plus intérieur, une vraie raison de vivre, un sens, une vibration, comme Péchorine. Lui aussi, il court après cette intensité, non pas par goût du danger ou par plaisir de nuire, mais parce qu'il ne sent plus rien dans le calme. Parce que sans mouvement, sans secousse, il s'effondre. Et beaucoup aujourd'hui, sans aller aussi loin, vivent cette même difficulté à tenir dans l'ordinaire, à rester présent dans le banal, à trouver de la saveur dans la stabilité. On cherche alors à compenser. Par l'action, par la vitesse, par la multiplication des expériences fortes. On se lance dans des relations, dans des parcours, toujours avec l'espoir que tout ceci donne un sens à notre existence. Mais dès que le rythme ralentit, le doute réapparaît, avec cette éternelle question qui revient. Est-ce que je suis heureux aujourd'hui ? Il y a aussi, très souvent, une peur de l'engagement. Non pas seulement dans le couple ou dans le travail, mais dans tout ce qui suppose de se donner réellement, de se rendre vulnérable. Beaucoup préfèrent rester à distance, observer plutôt que de participer, plutôt que de contribuer, se protéger plutôt que de s'attacher. Parce que l'attachement, aujourd'hui comme hier, c'est prendre le risque d'être déçu, d'être trahi et abandonné. Et dans une époque qui valorise le contrôle, dans une époque qui valorise l'efficacité et l'image, la vulnérabilité est devenue comme une faiblesse. Alors on s'en protège, comme Péchorine. Lui aussi il se protège en permanence, par l'ironie, par la lucidité, par le sarcasme, par le cynisme. Il regarde le monde de loin, avec un mélange d'amusement et de dédain. Il se moque de la passion des autres, de leurs illusions. Mais derrière cette ironie, il y a une immense solitude. Et surtout une peur terrible, celle de ne plus rien ressentir. Ou pire encore, celle de ressentir trop fort, jusqu'à se sentir perdu et vulnérable. Ce masque, ironique et cynique, cette carapace intellectuelle et émotionnelle, on la retrouve chez beaucoup aujourd'hui. C'est une manière, croit-on, de rester intouchable, de ne pas être atteint. Mais ce masque finit souvent par devenir une prison. Il empêche toute vraie relation. Au fond, ce masque isole. Et à force de ne plus croire en rien, on finit par ne plus espérer en rien non plus. Ce masque empêche la vie. Péchorine est peut-être une exagération, une figure romanesque poussée à l'extrême, mais il nous dit quelque chose de réel. Il nous montre à quoi peut ressembler une existence sans foi, sans élan, sans illusion. Une vie où on agit encore, mais sans y croire. Où on tente encore, mais sans conviction. Une vie sans avenir intérieur. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne se contente pas de subir cette perte de sens. Il la met en scène, il la teste, il la pousse jusqu'au bout, il la confronte, il joue avec ses limites. Il veut voir s'il reste quelque chose à éprouver, s'il existe encore une intensité qui ne soit pas factice.
Et paradoxalement, c'est ça qui le rend touchant. Parce qu'au fond, le désespoir le ronge. Pétchorine n'est pas un homme cynique par confort. C'est un homme qui a perdu ses raisons de croire, mais qui refuse de s'éteindre. Il refuse de sombrer dans l'indifférence absolue. Il cherche malgré tout, même dans l'excès, même dans la provocation, un moyen de continuer à sentir, à vibrer, à se sentir en vie. Et je pense que c'est pour ça que ce roman continue à nous parler. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Pétchorine, il s'agit aussi de nous, de notre époque, de nos contradictions, de cette tension entre la conscience de soi et le manque de direction, de vision claire. Ce roman ne parle pas seulement de Pétchorine, il parle de nous, de notre époque, de nos doutes. Et il nous pose cette question, toujours actuelle. Comment réapprendre à vivre quand au fond on ne croit plus en rien? En refermant ce livre, on ne juge pas Pétchorine. On ne l'excuse pas non plus, mais on comprend. On comprend que derrière ces gestes froids, derrière ces décisions parfois cruelles ou absurdes, il y a un homme qui se cherche, qui se perd aussi. Un homme qui voulait ressentir quelque chose, mais qui ne savait plus comment faire. Qui avait sans doute trop vu, trop compris, trop anticipé, au point de ne plus parvenir à s'abandonner à ce qui justement donne du goût à l'existence. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous ne savons plus comment faire. Par moments, il nous arrive de traverser des périodes où tout semble flou, ou plat, où on s'agite beaucoup, mais sans direction claire au fond, où on ressent un vide auquel on ne veut pas faire face. On change de lieu, on change de travail, on change d'amis ou d'habitude, en espérant que ça suffira à réveiller quelque chose. Et parfois ça ne suffit pas. C'est en ça que ce roman a une force silencieuse mais durable. Ce roman ne nous donne pas de solution, mais il nous met en face d'un vertige qui ne date pas d'hier. Il nous rappelle que ce que nous traversons aujourd'hui, c'est-à-dire cette difficulté à trouver du sens, cette difficulté à vivre avec cohérence intérieure, cette difficulté à faire confiance à ce qu'on ressent, eh ben c'est pas quelque chose de nouveau. D'autres avant nous y ont été confrontés. D'autres, comme Pétchorine, l'ont exprimé à leur manière. Un héros de notre temps nous rappelle qu'il ne suffit pas de vivre. Il faut vivre avec une forme de justesse, de vérité intérieure. Et que fuir l'ennui, fuir l'engagement, fuir la vulnérabilité, finit toujours par nous priver de ce qu'on cherchait au fond à protéger. Car dans la fuite, il n'y a ni ancrage, ni profondeur, ni joie durable. Juste du mouvement pour échapper au vide. Mais le vide finit toujours par revenir. Ce que Lermontov semble aussi nous dire, à travers ce personnage, c'est que le cynisme est d'abord un subterfuge qui nous donne l'illusion de la puissance et de l'emprise sur les autres. Une manière de ne plus souffrir. Mais en se protégeant ainsi de la souffrance, on se prive aussi de la joie. On se prive aussi de la surprise. On se prive aussi du lien, de la tendresse, de tout ce qui rend la vie pleine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si elle vous a simplement donné envie de lire ou relire ce roman, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à partager vos pensées et vos échos en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.